Et je ne me suis jamais... j'ai essayé... Isabelle Adjani a brisé un silence de 50 ans par une phrase qui a fait trembler toute la France. Il y a eu un homme dont je ne me suis jamais remise. En un instant, la légende vacille, les certitudes s'effondrent. Quel amour interdit a pu marquer à ce point une icône intouchable, au point de façonner chaque choix, chaque fuite, chaque secret? Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que l'on imaginait. Pour comprendre la portée de cet aveu déchirant, il faut remonter bien avant l'homme dont Isabelle Adjani ne s'est jamais remise, jusqu'aux fondations même de sa fragilité, là où se cache l'origine d'une blessure que personne n'avait jamais su nommer. Avant les Césars, avant les tapis rouges, avant que son visage ne devienne une icône, il y eut une petite fille qui grandissait dans une maison où le silence régnait plus fort que l'amour. Un silence dense, lourd, presque oppressant. Son père, Mohamed Cherif Adjani, marqué par la guerre et l'exil, vivait avec la fatigue muette des hommes qui ont trop vu et trop enduré. Tandis que sa mère, Augusta, imposait une rigueur froide, persuadée que les émotions ne sont qu'une faiblesse inutile. Dans cette ambiance immobile, Isabelle apprit très tôt à ne pas déranger, à marcher sur la pointe des pieds, à deviner les humeurs pour éviter les éclats, même s'il n'y en avait presque jamais. On ne criait pas chez les Adjani, mais on ne disait pas « je t'aime » non plus. L'amour existait, mais comme une ombre sur le mur, jamais comme une étreinte. Elle grandit dans cette absence de tendresse comme on avance dans un brouillard constant, apprenant à se protéger avant même de savoir aimer. Seul son frère cadet, Eric, offrait une forme de chaleur fragile, un lien que la petite Isabelle protégeait avec une intensité presque maternelle. Elle comprit très jeune que l'amour pouvait être une responsabilité écrasante, une peur constante de perdre l'autre. Et ce sentiment allait devenir le fil conducteur de toute sa vie. Lorsqu'elle entra à la Comédie Française à un âge exceptionnel, elle n'était pas une enfant insouciante lançant sa carrière avec naïveté. Elle était déjà une survivante émotionnelle, armée d'une hypersensibilité qui allait faire sa grandeur et sa perte. Sur scène, elle brillait parce qu'elle jouait avec ses cicatrices, transformant le manque en force, la douleur en intensité dramatique. Ce que le public prenait pour un génie instinctif n'était en réalité qu'un mécanisme de survie, une manière d'exister dans un monde où elle ne s'était jamais sentie totalement en sécurité. Le succès arriva brutalement, la consacrant comme l'une des actrices les plus fascinantes de sa génération. Mais au lieu de combler un vide, il l'accentua. Plus elle était admirée, plus elle se sentait seule. Les rôles tragiques semblaient s'accumuler dans sa vie comme des miroirs brisés reflétant sa propre histoire. François Truffaut s'inquiéta un jour qu'elle ne se perde dans ses personnages, tant la frontière entre son cœur et ses rôles paraissait fine, presque inexistante. Ce que personne ne savait, c'est qu'Isabelle portait en elle une certitude profonde. Aimer, c'est s'exposer, et s'exposer, c'est risquer d'être abandonné. Ainsi, à chaque début d'histoire, elle anticipait inconsciemment la fin. Elle aimait intensément mais partait mentalement avant l'autre, prête à fuir avant de subir la moindre fracture. Ce schéma récurrent, né de l'enfance, traversa tous ses amours futurs, même ceux avec des hommes passionnés, célèbres ou profondément attachés à elle. Aucun ne parvint à fissurer cette armure invisible. Aucun ne toucha le noyau intime où se mêlaient la peur de l'abandon et le désir secret d'un refuge qu'elle n'osait imaginer. Jusqu'au jour où un homme fit voler en éclats toutes ses défenses. Un homme dont le départ, pourtant silencieux, allait résonner comme un tremblement de terre dans sa vie. Un homme qui, sans promesse ni drame, marquerait à jamais son histoire. Mais pour comprendre la puissance de ce choc, il faut d'abord dévoiler le parcours émotionnel tortueux qui a façonné Isabelle Adjani. Cette actrice qui transformait la douleur en art sans savoir que, quelque part sur son chemin, l'amour allait frapper plus fort que n'importe quel rôle. Car ce n'est qu'en comprenant ce passé de silence et de cicatrices que l'on peut saisir pourquoi une simple disparition, des années plus tard, allait la briser d'une manière dont elle ne se remettrait jamais. À mesure qu'Isabelle avançait dans sa carrière fulgurante, les histoires d'amour se succédaient sans jamais véritablement s'ancrer, comme si chaque homme ne faisait que frôler la surface d'un cœur qu'elle gardait farouchement verrouillé. Aux yeux du public, sa vie sentimentale semblait flamboyante, entourée d'hommes talentueux,
admiratif, parfois même dévoré par elle. Mais la réalité était bien plus complexe, presque paradoxale. André Dussolier fut le premier à lui offrir une douceur sincère, une forme de refuge que beaucoup de femmes auraient enviée. Mais Isabelle, hantée par l'idée de dépendre de quelqu'un, resta prudente, cherchant inconsciemment la sortie même au cœur du bonheur. Puis vint Francis Huster, passionné, incandescent, prêt à déplacer des montagnes pour elle, mais que sa soif de liberté étouffait. Il voulait la retenir, l'encadrer, la convaincre de rester dans un univers qu'elle ressentait comme une cage dorée. Elle, fidèle à son instinct, préféra s'éloigner avant d'être blessée. Avec Bruno Nuiten, père de son fils Barnabé, elle partagea une intensité artistique rare, une complicité intellectuelle profonde, mais ce lien ne parvint pas à combler la fracture émotionnelle héritée de l'enfance. Même lorsqu'elle se tourna vers l'apaisement avec Alain Souchon, un homme simple, tendre, presque réparateur, elle se heurta à la même vérité. Rien ni personne ne semblait pouvoir atteindre cette zone vulnérable qu'elle gardait dissimulée au plus profond d'elle-même. Et puis il y eut Warren Beatty, la passion hollywoodienne par excellence, mais sa possessivité la fit reculer immédiatement, confirmant ce qu'elle savait déjà. Elle ne supporterait jamais d'être enfermée dans un amour qui prétend la protéger. À travers toutes ces relations, Isabelle construisait malgré elle un constat implacable. Elle pouvait aimer, vibrer, créer, mais elle ne pouvait pas s'abandonner. Chaque histoire, même la plus belle, devenait une répétition, un prélude, une tentative inachevée d'accéder à cette intimité qu'elle redoutait autant qu'elle la désirait. Ce que personne ne voyait, c'est qu'elle portait en elle une faille secrète, un espace encore intact, encore vierge, comme réservé à un amour d'une nature différente. Un amour qui n'était pas encore arrivé, mais dont l'ombre semblait déjà planer sur son destin. Et c'est précisément cette faille, silencieuse mais béante, qui allait rendre la rencontre suivante non seulement inévitable, mais dévastatrice. Car lorsque Daniel Day-Lewis entra dans sa vie, il ne la bouleversa pas par la violence d'une passion spectaculaire, mais par la profondeur calme et troublante d'une présence qui, pour la première fois, trouva un écho dans les zones les plus sensibles de son être. Et à partir de cet instant, aucune fuite ne serait plus possible. Lorsque Daniel Day-Lewis apparut dans la vie d'Isabelle Adjani, rien ne ressemblait à ces romances trop tumultueuses de ce qu'elle avait traversé jusque-là. Il n'y eut ni déclaration passionnée, ni promesse insensée. Seulement cette reconnaissance immédiate, presque animale, entre deux êtres façonnés par la même intensité intérieure. Daniel n'était pas un homme que l'on aime facilement. Il vivait ses rôles avec une rigueur presque terrifiante, disparaissant des mois entiers, s'isolant du monde pour se métamorphoser jusqu'à l'effacement. Et pourtant c'est précisément cette exigence absolue qu'Isabelle comprit, peut-être mieux que quiconque. Entre eux, la connexion fut instantanée, silencieuse mais vertigineuse, comme si chacun percevait chez l'autre une fragilité dissimulée sous des couches de maîtrise et de talent. Le public et les médias s'enflammèrent rapidement, fascinés par ce couple improbable. Deux monstres sacrés réunis par une intensité qui semblait dépasser la réalité. Mais derrière les apparences glorieuses se jouait une histoire bien plus fragile. Isabelle, dont l'enfance avait laissé une trace indélébile de peur et d'instabilité, avait besoin de présence, de continuité, de gestes rassurants. Daniel, au contraire, vivait dans le retrait, dans les silences prolongés, dans les absences nécessaires à sa création. Elle cherchait un ancrage. Il cherchait l'effacement. Malgré ces différences, Isabelle osa quelque chose qu'elle n'avait jamais risqué auparavant. Se projeter. Pour la première fois, elle imagina un futur possible, une famille, une forme de paix émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue. Ses proches diront plus tard qu'elle n'avait jamais semblé aussi lumineuse que dans les premières années de cette relation, comme si Daniel avait réveillé en elle la possibilité d'un amour qui ne serait pas une fuite, mais un commencement. Mais ce bonheur fragile reposait sur une faille invisible qui, peu à peu, commença à se fissurer. Les tournages de Daniel, toujours plus immersifs, l'emportaient loin d'elle, parfois pendant des mois, et chaque absence rouvrait en Isabelle la blessure primitive de l'abandon. À mesure que les silences s'allongeaient, son anxiété grandissait. Lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte, elle y vit un signe, une renaissance, l'espoir concret d'un avenir partagé.
Elle croyait sincèrement que cet enfant scellerait cet amour incandescent, qu'il donnerait enfin à sa vie la stabilité qu'elle n'avait jamais osé réclamer. Mais pour Daniel, la nouvelle fut un vertige, presque un effroi. La paternité représentait un engagement qu'il ne savait ni promettre ni incarner. Et au lieu de se rapprocher, il se retira encore davantage, comme un homme qui sent son propre cœur lui échapper. Il n'y eut ni dispute ni rupture théâtrale, seulement une lente disparition, des appels espacés, des messages qui s'amenuisent, des silences qui pèsent comme des pierres. Pour Isabelle, ce retrait progressif fut pire que n'importe quelle séparation violente. Il ravivait exactement le traumatisme qu'elle avait passé une vie entière à tenter d'oublier. Et c'est ainsi, dans un silence presque insupportable, que la fracture se produisit. Quelques mois avant la naissance de leur fils, Daniel quitta sa vie, non pas dans la colère ou le mépris, mais dans ce mutisme désarmant qui, pour Isabelle, sonnait comme un abandon total. À cet instant précis, elle comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Car il existe des ruptures qui brisent le cœur, et d'autres qui brisent l'identité. Celle-ci allait redéfinir toute son existence. Après le départ silencieux de Daniel Day-Lewis, la vie d'Isabelle Adjani ne s'effondra pas dans un fracas spectaculaire, mais se vida lentement, comme si chaque respiration exigeait un effort qu'elle n'avait plus la force de fournir. Elle avançait dans un quotidien qui n'avait plus de contours, enceinte, vulnérable, exposée au jugement du monde et pourtant plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. C'est dans cet état de fragilité extrême qu'elle prit une décision radicale. Quitter Paris, fuir cette ville qui bruissait encore de souvenirs, d'attentes, d'illusions brisées. En 1996, elle partit pour Genève, invoquant une loi suisse destinée à protéger les mères dans les litiges de garde. Mais la vérité profonde était ailleurs. Elle s'exilait pour survivre. Genève n'avait rien d'un refuge idyllique. C'était une ville austère, presque trop calme, où elle pouvait s'effacer sans que personne ne la cherche vraiment. Dans cet espace neutre, elle tenta de reconstruire une stabilité autour de son fils à naître, Gabriel Kane, tout en portant en elle une douleur sourde qu'elle dissimulait derrière une apparence de contrôle. Elle refusa des rôles prestigieux, évita les plateaux, les interviews, les festivals, non par caprice mais parce qu'elle ne supportait plus l'idée de jouer des émotions qu'elle ne ressentait plus. Comment incarner la passion quand la sienne s'était éteinte dans un silence? Comment laisser la caméra approcher quand elle ne reconnaissait plus son propre reflet? Pendant ces années d'exil, une série de coups du sort s'abattit sur elle comme pour tester sa résistance. La mort de son père, d'abord, laissant derrière lui un vide fait de mots qu'il n'avait jamais su se dire. Puis la disparition de sa mère avec laquelle elle avait entretenu une relation complexe, tissée de distance et d'incompréhension. Mais la perte la plus dévastatrice survint en 2010. La mort de son frère Eric, le seul être qu'elle avait vraiment senti comme un refuge. Elle avait tenté de le sauver de ses démons, de l'addiction, de la dépression, mais rien n'y fit. Cette disparition la transperça plus profondément que toutes les blessures précédentes, réveillant ce sentiment ancien que tout ce qu'elle aime finit par lui être arraché. Et, au milieu de ces drames successifs, un fait frappant demeurait. Jamais, pas une seule fois, elle ne prononça le nom de Daniel. Même face aux journalistes, aux proches, aux confidences les plus intimes, il restait une absence sacrée, un secret trop lourd pour être exposé. Les années suivantes furent jalonnées de polémiques, d'accusations, de procès médiatisés qui la mirent à rude épreuve, et pourtant, même dans ces moments de fragilité publique, elle parlait de tout sauf de cet amour perdu. Ce silence, loin d'être un oubli, était la preuve de sa profondeur. À travers lui, on comprenait que Daniel n'était pas un chapitre de son passé, mais une ombre constante, un centre invisible autour duquel son existence avait continué de graviter. Car certaines histoires ne se taisent pas. Elles se transforment en cicatrices, en choix, en renoncements, et colonisent une vie entière sans jamais se montrer. Et tant qu'Isabelle n'affrontait pas cette vérité, elle ne pouvait ni guérir ni avancer. Pourtant, le moment où elle finirait par la nommer approchait déjà, doucement mais inexorablement. Avec le passage des années, alors que le tumulte médiatique s'apaisait et que son exil se transformait peu à peu en mode de vie, Isabelle Adjani,
entra dans une phase inattendue de lucidité, une zone où la douleur ne disparaissait pas, mais cessait enfin de gouverner chacun de ses gestes. À l'approche de ses 70 ans, elle comprit qu'elle n'avait plus rien à prouver à une industrie qui l'avait élevée au rang d'icône tout en la dévorant de l'intérieur. Elle commença à refuser systématiquement des rôles pourtant prestigieux, se détachant de cette injonction à rester éternellement jeune, belle, désirable. « Je ne voulais plus être jugée sur mon apparence », confiera-t-elle plus tard, et cette phrase résonna comme une libération longtemps attendue. Installée entre la Suisse et le Portugal, elle adopta un mode de vie presque monastique, loin du tumulte parisien, partageant ses journées entre l'écriture, la lecture, les promenades au bord de l'Atlantique et une solitude qu'elle avait enfin apprivoisée. Pour la première fois de sa vie, cette solitude n'était plus une menace mais un refuge choisi. Ses fils devinrent le véritable centre de son univers. Barnabé, discret, poursuivant son chemin musical avec fidélité. Et surtout Gabriel Kane, le fils qu'elle avait eu avec Daniel, un jeune homme oscillant entre musique et mode, conscient du poids immense que représentait son double héritage. Pour Isabelle, Gabriel n'était pas seulement un enfant. Il était la preuve concrète d'un amour qui n'avait jamais cessé d'exister, malgré les silences. Un rappel vivant de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle avait réussi à sauver malgré tout. Longtemps, elle évita encore de parler de Daniel, même lorsque des journalistes l'interrogèrent directement sur lui. En 2016, elle se contenta d'une phrase énigmatique. « Les passions ne deviennent jamais des amitiés ». Une réponse qui en disait long, mais qui ne révélait rien. Elle n'était pas prête, pas encore. Il fallait du temps pour affronter un fantôme qui avait façonné chaque repli de son existence. Puis vint 2023, un tournant inattendu. Dans un podcast enregistré presque par hasard, une question apparemment anodine la déstabilisa. Avait-elle déjà repoussé quelque chose qui aurait pu changer sa vie? Le silence qui suivit fut long, plus long que prévu. Un silence où l'on sentait toute une vie remonter à la surface. Et lorsque qu'elle répondit enfin, ce fut avec une sincérité désarmante. Elle avait toujours choisi de partir par peur, par réflexe de survie, par incapacité à croire qu'un amour pouvait durer. Ce jour-là, sans prononcer son nom, elle admit pour la première fois qu'un homme avait marqué sa vie d'une empreinte irréversible. Plus tard, dans un cercle privé, elle lâcha enfin les mots qu'elle retenait depuis des décennies. « Je pense que Daniel a été l'amour de ma vie. » Ce n'était pas une déclaration romantique, c'était une vérité nue, dénuée d'artifice, l'acceptation tardive d'une histoire qui n'avait jamais été guérie. Elle expliqua que l'amour ne se mesure pas au temps passé ensemble, mais à la trace qu'il laisse, à la blessure qu'il ouvre, à la transformation qu'il provoque. Daniel avait été cette transformation, ce point de fracture, cette évidence qui ne s'efface pas. Aujourd'hui, Isabelle ne cherche plus à combler un vide. Elle vit avec lui, calmement, presque sereinement, comme on vit avec un souvenir qui ne fait plus mal mais qui continue de vibrer dans le silence. Et dans cette acceptation tardive se cache peut-être la plus grande liberté de sa vie. À présent que la vérité a enfin franchi les lèvres d'Isabelle Adjani, quelque chose d'inédit semble s'ouvrir en elle. Non pas une renaissance flamboyante, mais une forme de paix lucide, presque fragile, qui n'aurait jamais pu exister tant que ce secret restait enfoui. Elle reconnaît désormais que toute sa vie a été structurée autour de cette peur de s'attacher, de cette impulsion de fuir avant d'être blessée. Un mécanisme de défense hérité de son enfance et renforcé par des années de solitude affective. Ce qu'elle n'avait jamais voulu admettre jusque-là, c'est que Daniel Day-Lewis n'avait pas seulement été un amour manqué. Il avait représenté l'unique moment où elle avait osé croire en un avenir possible, en une continuité émotionnelle qui aurait pu changer son destin. Aujourd'hui, elle regarde cette histoire avec une distance nouvelle, non plus comme une douleur, mais comme un repère, un point fixe dans le chaos de son existence. Elle confie parfois, à demi-mot, que si elle n'a jamais pu guérir complètement de cette rupture silencieuse, c'est parce qu'elle n'a jamais trouvé ailleurs la même intensité, la même sincérité brute. Cette impression que quelqu'un avait enfin percé la carapace qu'elle croyait indestructible. Mais loin de s'y accrocher comme à une nostalgie stérile, elle en fait désormais une leçon intime. L'amour peut être trop grand pour être vécu, trop puissant pour ne pas laisser de traces, et pourtant il peut aussi devenir un phare pour avancer, même dans l'absence. Dans ses rares confidences récentes,
Elle admet que vieillir lui a offert quelque chose que la jeunesse ne lui avait jamais donné. La permission d'être vulnérable sans en avoir honte. Elle accepte désormais la douceur après avoir passé une existence à s'en protéger. Elle accueille les silences sans les craindre. Et elle contemple ses choix, même les plus douloureux, avec une tendresse nouvelle. C'est dans cet espace calme que son rapport à Daniel a évolué. Il n'est plus un fantôme douloureux, mais une présence apaisée, un chapitre fondateur qu'elle peut enfin regarder sans trembler. Elle ne lui en veut plus d'être partie. Elle s'en veut d'avoir été incapable de rester. Et pourtant, elle ne changerait rien. Car c'est précisément cette relation, dans sa fulgurance et son inachèvement, qui lui a appris la valeur immense d'un amour authentique. Aujourd'hui, alors qu'elle chemine dans cette maturité réconciliée, Isabelle laisse parfois échapper un sourire presque imperceptible quand on évoque les passions de sa vie. Comme si, derrière ce sourire, se cachait une phrase qu'elle n'a jamais dite publiquement. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être vécues longtemps pour durer toujours. Dans cette nouvelle étape de sa vie, Isabelle Adjani avance avec une lucidité surprenante, comme si le fait d'avoir enfin nommé son amour impossible lui avait rendu un souffle intérieur longtemps retenu. Une liberté d'exister sans se cacher derrière les rôles ou les silences. Elle ne cherche plus à se définir à travers ce qu'elle a perdu, mais à travers ce qu'elle a compris, et cette compréhension transforme son rapport au monde. Elle n'attend plus que la vie lui offre un grand bouleversement. Elle choisit désormais la lenteur, la nuance, la délicatesse. Loin des projecteurs, elle cultive une existence simple où chaque geste a la valeur d'une réparation. Qu'il s'agisse de préparer un repas pour ses fils, de répondre à une lettre de fan ou d'observer la lumière changer à travers la fenêtre d'une maison calme au Portugal. Ceux qui l'entourent disent qu'elle sourit davantage, non d'un bonheur éclatant, mais d'une paix qui s'installe enfin. Une paix qui lui avait été refusée pendant des années. Dans certains moments de confidence, elle reconnaît que si elle avait rencontré Daniel à un autre moment de sa vie, peut-être que tout aurait été différent. Mais elle sait aussi que la beauté tragique de leur histoire réside justement dans ce qu'elle n'a pas pu être. Ce manque, autrefois douloureux, s'est transformé en un fil invisible qui relie encore son passé à son présent. Un fil qu'elle n'essaie plus de couper. Elle accepte que certaines amours soient inconcluses, qu'elles existent dans l'entre-deux, suspendues entre le souvenir et le regret, sculptant l'âme sans jamais s'incarner pleinement. Cette vérité, elle l'embrasse désormais avec une maturité désarmante. Et c'est peut-être pour cela qu'elle inspire tant. Non pas parce qu'elle a triomphé de sa douleur, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elle, à la regarder en face sans la craindre. Isabelle marche désormais dans une existence apaisée, consciente que chaque histoire, même inachevée, laisse une empreinte utile. Elle avance sans se retourner, mais sans effacer ce qu'il a fait. Car, au fond, ce n'est pas la fin d'un amour qui définit une vie, mais la manière dont on continue à respirer après lui. Aujourd'hui, alors qu'Isabelle Adjani traverse le crépuscule lumineux de sa vie, elle contemple son parcours avec une transparence qu'elle n'aurait jamais imaginé possible autrefois. Ce qu'elle avait longtemps perçu comme des failles, sa sensibilité excessive, sa peur de l'abandon, sa manière instinctive de fuir ce qui menaçait son équilibre, se révèlent désormais comme les éléments mêmes qui ont fait d'elle une artiste unique, une femme capable de transformer chaque blessure en vérité vibrante sur scène ou à l'écran. Elle ne cherche plus à corriger son passé ni à juger ses choix. Au contraire, elle les accueille comme les chapitres nécessaires d'une existence profondément humaine. Dans ces moments de solitude volontaire, elle repense parfois au chemin qu'elle aurait pu emprunter, aux vies parallèles qu'elle n'a jamais vécues, et pourtant aucune de ces projections ne la bouleverse désormais. Car elle sait que, si elle avait aimé autrement, elle n'aurait sans doute jamais été cette actrice que le monde admire, ni cette femme qui a appris, malgré tout, à se reconstruire à travers l'amour, la perte et le silence. Le souvenir de Daniel n'est plus une plaie ouverte, mais une empreinte indélébile, une forme de douceur mélancolique qui l'accompagne sans la retenir. Elle comprend enfin que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour révéler ce que nous ignorions de nous-mêmes. Et dans ce constat, Isabelle trouve une forme de réconciliation avec elle-même. Elle n'a pas vécu une histoire inachevée, elle a vécu une histoire essentielle.
Désormais, elle avance avec cette certitude intime que rien de ce qui lui est arrivé n'a été vain. Chaque amour, chaque rupture, chaque renoncement a contribué à la conduire vers cette version d'elle-même, plus calme, plus consciente, plus vraie. Et si elle inspire encore aujourd'hui, ce n'est plus par sa beauté, ni même par son mystère, mais par cette honnêteté nouvelle, presque désarmante, avec laquelle elle accepte enfin d'être pleinement humaine. Si l'histoire d'Isabelle Adjani vous a touché, si vous avez ressenti la fragilité derrière la légende, la solitude derrière le talent, alors prenez un instant pour lui envoyer, à travers cette vidéo, un peu de chaleur, de compréhension et de bienveillance. Trop souvent, nous oublions que derrière les icônes se cachent des êtres humains qui traversent des tempêtes invisibles, des amours impossibles, des pertes silencieuses. Isabelle n'est pas seulement une actrice exceptionnelle, elle est une femme qui a aimé avec une intensité rare, qui a souffert en silence, qui s'est relevée malgré les chutes et qui, aujourd'hui encore, continue d'avancer avec une grâce bouleversante. Si son parcours résonne en vous, montrez-le. Laissez un like pour dire que sa vérité compte. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent la profondeur de cette histoire. Abonnez-vous pour suivre les récits des vies qui nous inspirent, nous émeuvent et nous rappellent que derrière chaque visage public, il y a une âme qui lutte et qui espère. Votre soutien est précieux. Votre présence l'est encore plus. Ensemble, continuons à célébrer ces histoires qui nous rappellent que l'humanité se trouve souvent dans les fissures les plus discrètes. Merci d'être là, merci de ressentir, merci de faire vivre cette chaîne